Bonjour et bienvenue à Pack-a-Pod, votre clubhouse de rugby. Et aujourd'hui, on est tous réunis, les gars. Oui, Enfin, en froid, En live. en live. Yeah. Et ça fait vraiment plaisir. On est au studio tous ensemble et c'est la première fois. Et franchement, de voir vos têtes, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, il y en a qui ont des plus belles voix que de têtes quand même. Je cite personne. Mais... Tout de suite aimable. Alors moi, c'est TK, l'américain de notre groupe d'amis réunis par le rugby. Je suis ancien joueur de foot américain, but of course, je comprends plus ou moins les règles de rugby. N'est-ce pas Charlie Bayer, notre deuxième ligne et capitaine chez le Massif Central en Fédéral 3 à Paris. Absolument, oui, Capitana que j'ai récupéré après une saison un peu mitigée. Bien, Charlie. Je suis très content. Et oui, en effet, je suis au courant que tu connais les règles du rugby, puisqu'on a joué ensemble, on a eu la chance de jouer ensemble à l'ORC. Et je finis là les dernières saisons de ma vie de rugbystique au Massif. Tes dernières cartouches. C'est ça, mes dernières cartouches. Il essaie encore d'apprendre les règles. Je commence à miser. Ouais, attends, fais gaffe, parce que maintenant j'apprends les règles au 2012 donc, du Massif. Donc mes dernières cartouches, mais la relève est là. Charlie, c'est notre grand blanc de 2, mais on n'a pas un, mais on a deux deuxièmes lignes. Anciennement de Racing 92, ACBB, PUC et aujourd'hui éducateur U12, voici Théodore de Saint-Rémy. Tout à fait. Salut à tous. Tellement content d'être là, de voir aussi notre 4e Laronne pour la première fois en vrai. C'est une vraie rencontre qu'on a aujourd'hui. C'est beau. Et là, vous avez entendu une autre voix un peu plus légère, quelqu'un qui sait compter plus que 5 quand même. Donc, say hello to Alban Borel, Centropique Rockets de Stade Français. Salut Alban. Salut la team, c'est vrai que ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Effectivement, joueuse du Stade Français, des Pink Rockets, qui a 2 équipes en Elite 1 et en Fédéral 1. Donc, on est super content d'être tous là ensemble. C'est la première fois. On est aujourd'hui à Acacia à Boulogne. Donc, ils ont un studio de podcast. On est super content d'être là. On est chaud les patates. On est prêt pour un Rugby Retro Classics. La dernière fois, on a fait un Rugby Retro Classics. On a parlé d'un match mythique. C'était lequel, Théo? C'était le fameux France-Nouvelle-Zélande en 99, match mythique s'il en est. C'est vrai qu'on s'est fait plaisir en relisant cette page d'histoire de l'Ovalie. Alban était à peine né. Charlie jouait encore dans son bac à sable en Allemagne. Il avait son premier dread. Voilà. Et nous, on était déjà grands, Thierry. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'était un sommet. Et qu'est-ce qu'on a sur l'Ardoise aujourd'hui, Alban? Alors aujourd'hui sur l'Ardoise, on a un événement quasi tout aussi mythique. Je n'étais pas encore majeure, Théo, désolée pour cet événement. Mais on revient sur le quart de finale, le fameux quart de finale qui a eu lieu en France, lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu en France et qui a eu lieu à Cardiff en 2007 entre la France et la Nouvelle-Zélande. Exactement. Mais avant d'attaquer le main event, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas à partager avec vos copains, vos collègues, vos parents, vos enfants, avec tout le monde, en gros. Abonnez-vous pour avoir plus d'épisodes. On a pas mal différents types d'épisodes, n'est-ce pas, Charlie? Absolument, si vous nous suivez sur Twitter, Instagram, on n'est pas encore sur TikTok, mais Facebook, on y est évidemment. Vous pouvez découvrir tous nos épisodes. On a commencé par suivre la Coupe du Monde en faisant des petits résumés de matchs, des petites analyses de matchs. On s'est diversifié en faisant des super interviews. On a eu la chance de croiser pas mal de monde important dans le rugby et de pouvoir leur poser nos questions et de pouvoir écouter leur vie. Et on a aussi fait quelques épisodes comme celui que vous allez écouter aujourd'hui, à savoir des petits des Rugby Retro Classics. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur tous ces différents médias pour découvrir la multitude de podcasts différents qu'on a à vous proposer. Allez, le party business, c'est fait. On passe à l'acte. Tenez-vous prêts pour le Rugby Retro Classics. France-Nouvelle-Zélande, quart de finale. Rugby World Cup 2007. On y va, les gars? Allez, go! On est chaud. C'est parti. Allez, on y va. Pack-a-Pod, terrain 10. Avant de démarrer, Théo, est-ce que tu peux nous placer un peu dans le temps? Donne-nous un peu le cadre de qu'est-ce qui se passe lors de ce Coupe du Monde 2007, s'il te plaît. La Coupe du Monde 2007, c'est celle qui arrive après 2003. Voilà. Jusqu'ici, la Coupe du Monde 2003, si tout le monde s'en rappelle, celle qui était gagnée, la première gagnée par une nation du Nord, les Anglais, qui l'ont gagnée en Australie, avec Clive Woodward de manette et Wilkinson, etc. Donc, on cherche à savoir si les équipes du Sud vont venir récupérer ce trophée, et cette fois au Nord. Voilà. De ce point de vue-là, les Anglais arrivent très costauds, et puis les Français et les Néo-Zélandais, sur ce match-là, il est coché depuis un bon petit moment comme un match qui va être au sommet, ou en tout cas intéressant, puisque les Néo-Zélandais, qui n'ont gagné que la Coupe du Monde de 87, courent après ce trophée encore à cette période-là, avec à nouveau des équipes qui roulent sur leurs adversaires depuis pas mal d'années. Ils ont gagné tous les Tri Nations, sauf les 4 précédents,
Ils ont été premiers, sauf celui de 2004 où ils ont été troisième. Et les Français, qui nous ont habitués à leurs résultats en dents de scie, sont quand même pas mal. Ils ont gagné le tournoi en 2004, ils l'ont gagné en 2007, donc juste avant cette Coupe du Monde. Donc ils arrivent là avec pas mal de certitudes. Des grands joueurs en devenir, on va en reparler dans le match. Donc c'était une confrontation très attendue. Et derrière ce match-là, on sait que le vainqueur va aller défier le champion du monde en titre, les Anglais. Donc grosse ambiance. Donc là, on est dans les playoffs, le quart de finale, le premier tour. Alors, parle-nous un peu de Nouvelle-Zélande et comment ils ont réussi dans leur poule, Charlie. Ouais, alors la Nouvelle-Zélande, elle avait fait un démarrage de Coupe du Monde en trombe. Il faut dire qu'elle était tombée sur un groupe finalement assez facile, assez accessible. On dirait pour les All Blacks, tout semble assez accessible. Mais ils étaient dans la même poule que l'Italie, la Roumanie, l'Écosse et le Portugal. Ils sont sortis de cette poule, premier de la poule. Ils ont assuré cette première place au bout de 3 matchs déjà. Donc, quand ils sont allés affronter leur dernier match, quand ils ont joué la Roumanie, ils étaient déjà sûrs d'aller en quart de finale. Ils ont, lors de cette Coupe du Monde, battu qui détiennent encore le record de points en poule. Ils ont marqué 309 points. Ils ont marché sur un peu tout le monde. Comme d'hab, quoi. Ouais, non, mais là, c'était il n'y avait pas un 100 points contre l'Italie. Il y a eu un 100 points, mais contre l'Italie. Donc, ils ont commencé par jouer l'Italie, qu'ils ont battu 76-14. L'Italie, on avait pensé, elle avait fait un beau tournoi à destination avant. On pensait que c'était un peu son éveil, mais ils se sont fait doucher, les pauvres. Il y avait le match du Portugal qui était intéressant, parce qu'on avait déjà parlé, il me semble, dans ce podcast précédemment. Oui, tu es allé voir les Portugal contre Exactement, Géorgie. quand j'étais allé voir Portugal-Géorgie, on avait mentionné un peu ce match où, en effet, c'était une équipe du Portugal quasi totalement amatrice. Donc, c'était beaucoup d'amateurs qui se retrouvent contre les Néo-Zélandais qui, évidemment, y badaient. Donc, l'histoire, déjà, est super belle. Les mecs étaient ravis de jouer contre eux. Alors, ils se sont pris 108 points. Voilà, pour la petite histoire. Mais ils ont quand même marqué un essai. Ce qui était très drôle, c'est que quand ils ont marqué cet essai, le stade était en furie. Pour eux, c'était leur victoire en Coupe du Monde, de planter un essai au All Black. Pour la petite histoire, c'est un mec qui s'appelle Rui Cordero qui l'a marqué, cet essai. Voilà, donc c'était pour leur petite histoire. Après, l'Écosse, qu'on pensait un peu pouvoir batailler contre eux, a fait Fanny contre la Nouvelle-Zélande, qui leur a mis 40 pions. Ils ont fini le dernier match, c'était contre la Roumanie, où là aussi ils ont passé 85 points. Mais leur adversaire du jour a quand même eu le temps de marquer un essai. Et le mec qui a mis cet essai, c'était un certain Marius Tinku. Qui jouait à Pau. Qui est à Perpignan, qui a été champion de France en 2009, plus tard avec Perpignan. Voilà, donc si on veut un petit côté français. C'était ça, donc grosse entame de Coupe du Monde pour la Nouvelle-Zélande qui a un peu marché sur tout le monde. Donc, on a Nouvelle-Zélande favori encore, et c'est pas une surprise. La France, quand même, c'est une autre histoire, n'est-ce pas, Alban? On peut dire que la France a commencé aussi en grosse trombe, mais un petit peu inversée, c'est-à-dire avec en détrombe, c'est ça. Non, la France, si vous vous en souvenez, ouvre cette Coupe du Monde à domicile par une défaite assez surprenante contre l'Argentine sur un score de 12 à 17 pour l'Argentine. Un match évidemment très déceptif et assez exceptionnel dans une histoire de Coupe du Monde. Il me semble que c'est la deuxième équipe qui a perdu son premier match d'ouverture lorsque cette équipe-là accueillait la Coupe du Monde en France. Les Anglais ont fait mieux après, je vais juste dire. Enfin, mieux, dans le pire. Oui, c'est vrai. Et ils avaient déjà ouvert le bal contre la Nouvelle-Zélande en 91. Mais oui, effectivement. Donc la France concède cette défaite, une fâcheuse défaite, comme on l'appelle, mais je pense qu'elle leur a permis de vraiment bien rebondir, puisqu'elle gagne son deuxième match 87-10 en marchant un petit peu sur la Namibie. Et puis gagne aussi un beau match, un gros match contre l'Irlande 25-3 et finit ses phases de poule sur une grosse victoire aussi contre la Géorgie 7-64. Donc voilà, on peut dire que c'est un bon rattrapage, voilà, qui du coup un match qui du coup une phase de poule qui l'amène du coup en quart de finale, qui est le sujet du jour et qui va grandement nous intéresser. Les Français aiment bien faire une petite foirade avant de se rattraper. Ouais, ça leur met un peu la peur. Mais d'ailleurs, à propos de la Namibie, tu avais la Rugby World Cup, là, ils ont diffusé il n'y a pas longtemps les 10 plus beaux essais de la France en Coupe du Monde, et étrangement il y avait l'essai de Chabal contre la Namibie, où il marche sur 3, enfin c'était qui était pas très beau mais qui était un peu jouissif quand même. Ambiance Playmobil en face, quoi. C'est ça. Et du coup Thierry a appris un nouveau mot, la foirade. Et voilà, merci, je vais l'écrire dans mon petit livre de dictionnaire rugbyistique. Bientôt dans les librairies, le dictionnaire Ticket France. Alors Théo, on voit qu'il y a un autre France-Nouvelle-Zélande. Qui est le favori?
Les Blacks sont évidemment les favoris. Même après 99. Bien sûr. C'est pas possible. Il faut savoir qu'ils restent au début de ce match-là sur 7 victoires consécutives face aux Français. Donc, ils ont une équipe complètement mythique. Il y a plus de John Alomou, mais il y a des joueurs qui font rêver la planète rugby à cette époque-là. Rocco Socco, Sivi Vatou. Quand tu as déjà ces deux mecs-là aux ailes, tu te dis c'est absolument monstrueux. Ali Williams devant, Daniel Carter qui est un peu jeune encore, mais en train de devenir le joueur de légende qu'il va être après. Richie McCaw, enfin voilà. Plus des joueurs devant qui sont très Le fan club s'est soulevé. Donc évidemment, ils sont favoris parce qu'ils sont toujours un peu favoris, les Blacks. Même si on sait, avant ce match-là, qu'il n'y a pas si longtemps, en 99, on leur a fait mal au casque. Et évidemment, on joue dessus. Après, il y avait aussi pendant la tournée C'était en 2007, non, où il y avait eu 2 matchs France, où la France était partie en Nouvelle-Zélande aussi. Il s'était fait ratatiner là-bas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelques têtes de gondole qui intéressaient les Néo-Zélandais. On sait que Sébastien Chabal là-bas avait été surnommé Caveman. Ça, j'ai pas besoin de te le traduire. Ouais, non, ça va. L'homme des cavernes, parce qu'il avait secoué Mazo, qui n'était pas vu quand même comme un freluquet, comme un prunier. Il avait à moitié assommé sur un plaquage et il avait pété la mâchoire d'Ali Williams sur un autre. Donc ça plantait un petit peu le décor, mais néanmoins sur le papier, tout le monde se dit, allez, les bookmakers, c'est All Blacks. Ali Williams, juste qui avait fait un site internet avec des recettes de soupe après, qui a beaucoup d'humour. Non, c'est vrai. Allez, si tu nous écoutes, c'est excellent. Chapeau. Allez, si on regardait des feuilles de match, pour côté français, les avants, nous avons Milou, Ibanez, Devilliers, Pelouse, Thion, Betsen, Dussatoire et Bonner sur les avants. Alors attention à Pelouse, parce que personne ne marchait dessus, c'est Pelouse. Excusez-moi. Mais du coup, ça faisait un peu... C'est mieux de le faire maintenant, cette erreur que devant lui un jour. Oui, c'est ça. Bah alors Pelouse, bam. C'est vrai qu'avec ses mains de bûcheron, c'est un pack très solide, avec effectivement des joueurs très confirmés et puis quelques joueurs en devenir. Voilà. Notamment Jérôme Thion, qui était... un super athlète, mais pas un grand joueur de ballon. Fabien Pelouse, qui était plus joueur de ballon et un gros défenseur aussi. Devant le taulier, c'était un petit peu Rafa Ibanez qui était un peu l'âme de ce pack. Et puis n'oublions pas qu'aux 2 ailes de la 3e ligne, il y a les Dark Destroyers, Serge Betsen et Thierry Dussautoir. Donc rien que ça fait rêver, une feuille de match comme ça. Puis c'était un petit peu un passage de témoin entre ces 2 joueurs-là qui ont marqué leur époque. Allez, si on parlait un peu des arrières, en 9, on avait Alissad, Boxis en 10, Emmons et Josian, Marty et Claire. Après, on a Damien Traille en 15. Et oui, et sur cette ligne, il y a quand même quelques joueurs qui ont su se distinguer malgré leur jeune âge, notamment Boxis, qui n'avait que 21 ans à l'époque et qui était déjà champion du monde U20. Et puis Damien Traille, qui sur ce match était positionné à l'arrière, parce qu'il n'avait pas beaucoup occupé, qui avait beaucoup navigué dans la ligne arrière, sauf aux ailes, et qui s'est du coup révélé à travers ce poste. Et puis Boxis et Traille, qui étaient donc 2 buteurs, on avait vu Laporte avait peut-être senti le besoin d'aller scorer sur des pénalités pendant ce match. Et ça a été le cas, effectivement. Allez, et pour les Nouvelle-Zélande, je n'ai pas reconnu tous leurs noms, mais quand même, dans les arrières, il y a certains noms qu'on connaît, je pense. Un jeune Dan Carter, un Keller qui a déjà subi une défaite face à la France, Rosoko, un McAllister qui était assez dangereux. Chez les avants, il y a quand même Woodcock, Hyman, Ali Williams, dont on a déjà parlé, Jerry Collins, qui malheureusement est décédé ici en France dans un accident de voiture, et bien sûr, un certain Richie McCaw. Un certain Richie McCaw, qui nous a fait bien des frayeurs plus tard. Juste à propos de Keller, que tu cites, c'était assez amusant parce qu'il devait rejoindre la France l'année d'après, à la fin de la Coupe du Monde, pour rejoindre Toulouse et pour rejoindre justement Elissalde. Elissalde a dit plus tard en interview qu'il s'était fait beaucoup charrier par ses coéquipiers justement là-dessus. Quoi. Il a dit putain, il va te prendre et tout, il va te chasser comme il va te chasser de Toulouse et tout. Et du coup, il était assez remonté. À la fin, il a dit plus tard... Il a dit plus tard que sur les 2 dernières minutes du match, quand il devait tenir le ballon, il pensait qu'à une chose, c'était d'aller serrer la main de Keller et de lui dire ouais, good game, parce qu'il était content de l'avoir un peu niqué, quoi. Et pour aussi dire un petit mot sur les avants, je vais juste en citer un, c'était Karl Lehmann qui avait occupé le poste de pilier, donc, et qui a fini chez nous en France à Toulon, et qui a aussi marqué les esprits. C'était juste pour dire à l'époque, je ne sais pas si c'était le meilleur joueur qui avait été élu meilleur joueur ou pas, mais c'était vraiment genre, il était considéré comme un... En tout cas, c'était le meilleur pilier du monde à ce moment-là, c'est clairement.
Juste pour vous dire, pour rappeler 2007, moi perso j'avais 21 ans. Alors le contexte c'était quand même, t'avais la Chabalmania dont on parlait beaucoup qui avait commencé. Michelak, c'était une star. Il y avait des stars du rugby. Michelak, il avait son burger chez Quick. Il y avait un burger Michelak, c'était formidable. À l'époque, dans les stades, ça beuglait une chanson des White Stripes qui venait de sortir, mais qui était un génie du rock, mais que tout le monde a niqué dans les stades parce que tout le monde faisait la 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 la. Voilà, donc c'est un peu gâché. Tout, c'était la fin d'une belle époque esthétique, l'époque des mitaines. D'ailleurs, sur ce match, on va voir Thion et Harry Nordoki étaient un des derniers emblèmes, des derniers porteurs de ces mitaines Mais dégueulasses. par contre, il n'y avait pas encore les claquettes chaussettes. Il y avait pas, ouais, c'est déjà ça. Il y avait du bon et du moins bon. 300 venaient de sortir, donc à chaque fois que tu avais un truc un peu bestial ou quoi, tout le monde gueulait aou, aou, aou. Et c'était un peu comme ça que se passait notre année 2007 pendant cette Coupe du Monde. Ouais, moi, ça me paraît être il y a très longtemps, et pourtant j'étais déjà vieux, puisque je finissais ma carrière. T'étais déjà papa. J'étais déjà papa, ouais. et effectivement, et je finissais ma carrière au PUC en Fédéral 2, donc tout ça, effectivement, ça date. Bah moi, personnellement, je pense que j'avais mon fils, et je pense que ce soir-là, c'est ma femme qui a regardé ce match, et c'est moi qui l'ai occupé de mon fils de mémoire, parce qu'elle a dit non, c'est Nouvelle-Zélande de France. Et je disais ok, et je pense que j'ai commencé vraiment à peine à jouer. Je pense que j'avais 1 an d'expérience, j'avais quitté le foot américain, et je pense que c'est là où j'ai commencé le rugby, et donc j'avais assez de rugby derrière moi pour comprendre que en fait personne sait ce que c'est un rock en fait. c'est ça. Alors moi, je serais incapable de vous dire où est-ce que j'étais à ce moment-là, mais j'étais en première et je devais certainement réviser pour mon bac français. Voilà. Désolée Théo pour ce coup de vieux. Allez, ok, si on parlait de ce match, ça se passe en Pays de Galles, qui n'est pas du tout en France, mais bon. Il y a un arbitre qui est un certain Wayne Barnes, mais franchement, il a quel âge 26 ans à l'époque. Ouais. Quand j'ai regardé le match en replay, le premier truc que je me suis dit, c'est tiens, c'est quoi ce maillot des Blacks? C'est un truc en gris. Et deuxième, c'est tiens, pourquoi les Français, ils ont tous leur veste? Mystère à suivre. Donc Cardiff, on est à Millennium Stadium, c'est plein à craquer. Il y a des allées les bleus partout, il y a des bleus qui arrivent, ils sortent un peu tard, ils sont un peu craqués, ils sont un peu, pas arrogants, mais il y a un petit truc dans l'air, il y a des super anthems, et d'ailleurs je voulais juste dire qu'il y a un pays qui a 2 langues dans leur anthem, c'est quand même balèze, donc, et Afrique du Sud. On a 3, non? Ils ont 3. Ouais. Et franchement, j'étais prêt à pleurer quand j'ai entendu le Marseillaise. Donc j'étais prêt à regarder ce match, et vous? C'est vrai que tu parles des maillots, c'est la guéguerre des équipementiers qui avait sévi à ce moment-là, où Nike avait réussi à la faire à l'envers à Adidas, je crois que c'est dans ce sens-là, puisqu'ils avaient mis un maillot pour les bleus qui était bleu marine, qui n'était pas compatible avec un maillot noir en face, et donc mettre un quart de finale pour les All Blacks qui sont obligés de jouer en gris, c'est déjà une première manière de leur casser les pieds et de leur dire ça va pas se passer comme vous voulez. Voilà. Alors après, le maillot des Français, je le trouve pas terrible, moi, sur ce parce que match-là. la vraie négoce, c'est que du coup, les Français avaient pu prendre leur maillot bleu nuit, comme le disent les designers. Mais en échange, les Blacks avaient droit au short noir, et du coup, les Français ont dû prendre un short blanc et des chaussettes blanches. Tout était super négocié. T'imagines les mecs dans un bureau qui disaient alors, ok, d'accord, je te donne le maillot, mais moi, je prends le short. Bon, on va pas passer 3 heures en train de parler des maillots, parce qu'on va passer au moment préféré de Théo, donc c'est le haka, n'est-ce pas, Théo? Et là, on a assisté le meilleur haka du monde. Est-ce que quelqu'un peut l'expliquer? Non, on peut difficilement contredire ce meilleur haka du monde. Alors, les Néo-Z se placent tranquillement pour faire leur petit rituel d'avant-match classique qu'on se doit tous d'écouter sagement. Mais là, les Français avaient décidé de ne pas écouter sagement, justement, et d'expliquer assez tôt, par l'attitude, que ils seraient présents, quoi, et qu'ils auraient quelqu'un en face, en fait, les Blacks. Et c'est assez marrant, parce que si vous regardez la vidéo, tu vois que Ali Williams, il essaie de se placer un peu devant, et en fait, très tôt, il voit un mur en face de lui, il fait « Ah, ok, je vais peut-être me mettre avec les autres. » Il a jeté son casque, tu vois, il a jeté devant lui comme « oui, finalement, je vais derrière mes copains. » Et on parle beaucoup. Et donc, voilà, pour raconter un peu, donc les Français s'avancent jusqu'au bord de la ligne des 50. Mais ils étaient tête contre tête, quoi. C'était magique. Avec chacun des maillots qu'ils font, genre dans la rangée qu'ils forment, un drapeau bleu, blanc, rouge de la France. Donc, ils ont un mur français face à eux, en fait. Ils voulaient que les mecs voient juste que les Français sont en face. Franchement,
Ouais, ça fait frémir, quoi. Tu vois le truc, tout le monde parle beaucoup du regard de Chabal, il regardait les mecs. Parce que comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, il avait pété 2 All Blacks. Je pense qu'il était connu en face par les gars comme un mec qui faisait mal. Et surtout, on parle moins, mais David Marty, c'est génial, quoi. Genre, il a des yeux fous. Ils sont partis en live, quoi. Et du coup, voilà, quoi. Dès le début, ça annonçait la couleur. Je pense que tout le monde s'est dit, tout le monde a grogné un peu. Franchement, j'ai regardé ce haka au moins 3 fois. Je trouvais que c'était vraiment excellent. C'était comme un promis sur le match à venir où les Blacks ils disaient tiens, on est là pour vous assassiner. Et les Français, ils ont répondu présent. Vous ne passerez pas. Allez, on va au match. Allez, zou. Ok, le match démarre très très vite avec un premier rock. Et oui, on peut encore marcher sur les gens à cette époque-là. Il y a Richie McCaw qui est par terre et la moitié des avants français qui lui marchent dessus. Il y a beaucoup de coups de pied. Allez les Bleus, c'est un fou vraiment engagé. À 4 minutes, mon ami Serge Betsen est complètement sonné. C'est un genou de pelouse dans la tête. Il sort et franchement, ça m'a calmé tout de suite. Bon, Ardoniki, il arrive avec son petit moustache. Il est là pour prouver des choses. Il y a Jérôme Thiron parce qu'on aime bien parler des deuxième ligne. Il nous montre que lui aussi, il est prêt à marcher sur des gens, notamment à sortir Richie McCaw, il le refait encore. À 6 minutes, un drop, why not? Box 6, mais c'est raté. Il y a encore des coups de pied de partout. 3 pénalités en 8 minutes contre Richie McCaw. La France reste dans une défense très réactive, très souple. À 12 minutes, les premiers points. Après un barrage d'attaque, finalement, c'est une pénalité de Dan Carter, 3-0, Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est un début de match effectivement hyper engagé. Le clin d'œil à Betsen qui sort maintenant, protocole commotion, le rugby a changé là-dessus. C'est toujours intéressant de voir que la santé des joueurs à l'époque, même les commentateurs disaient il va peut-être rester, il va peut-être pas rester. Maintenant, on sait très bien qu'il même plus la question. Il sort direct. Ça, c'est quand même intéressant. Je trouve que ça fait un peu old school. Et effectivement, Richie McCaw, comme d'hab, en train de ramper dans les rucks, prêt à prendre tous les coups dans la gueule pour gêner la sortie des ballons, quoi. Ouais, mais il les a pris les coups dans la gueule. Parce que franchement, moi, c'était, tu sais, il y a justement le truc dont tu parlais, là, quand on saute, mais à pieds joints dans le ruck, vraiment, mais littéralement, ça siffle derrière, donc tu revois le ralenti, et tu vois qu'en plus de ce pied joint, mais ça s'écrase sur des côtes, tu vois les côtes au ralenti tomber, quoi. Donc tu te dis, ok, l'arbitre. En fait, l'arbitre, non, sifflait les All Blacks pour pas sortir assez vite du ruck, quoi. C'est magique. Enfin, tu sais, c'est un truc, ça peut plus arriver aujourd'hui, quoi. Ouais, c'était très très violent. Toute une époque, Charlie. Une époque formidable. On a deux deuxième lignes qui rêvent là, c'est incroyable. Bon. Ouais. Attends, mais même les piliers, t'as un moment, justement, là, en début de match, je l'avais noté, t'as un moment où t'as justement Karl Eman, dont on parlait tout à l'heure, et Ibanez, ils sont mais des bouquetins, ils sont au-dessus d'un rock, et 3-4 fois ils se rentrent dans la gueule, mais comme des bouquetins, quoi, comme des cons, ce qui ne sert à rien évidemment, parce que le rock ne bouge pas, ni dans un sens ni dans l'autre, mais ils sont contents, quoi, ils se disent bonjour comme ça. C'est une autre époque, très engagée. Allez, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire, vous ne le voyez pas, mais Théodore de Saint-Remy est la grande sourire là, quand on a entendu parler de tout ça. Allez, on est à 16 minutes. Grosse percée de McAllister. Ali Williams marque un essai, sauf son pied, traîne dehors. Essai refusé. France escapes, ils ont dit, mais non, ça que pour 30 secondes, parce que McAllister perce encore au milieu, passe à Collins qui repasse à McAllister, essaye. J'ai peut-être vu un en avant de Carter, ça va être important plus tard. Quand même, 10-0 pour les Blacks en 18 minutes, ça sent pas bon. Et oui, effectivement, et 10-0 pour un début de match contre la Nouvelle-Zélande, ça fait toujours mal et on peut s'en vouloir très vite. Surtout un truc qui est très symptomatique sur ce premier essai de loupé de Williams, c'est que moi, en voyant des bonheurs, des Reinoggi sur la feuille de match, je me suis dit, putain, c'était la grande époque de la touche de la France. Et en fait, sur ce match, la conquête a posé problème, dont la touche. Et cette action-là de Williams ratée, qui après, quand même continue, et par l'essai, ça part d'une touche ratée de la France. Et il va y en avoir beaucoup dans ce match. Un wagon, surtout en première mi-temps. Comme dit Alban, 10 points à remonter, c'est super dur, surtout quand tu vois ta conquête qui ne marche pas, où la mêlée est bousculée, où la touche ne marche pas. C'était vraiment super mal engagé, quoi. Avec tout au long du match, des choix de lancer sur les sauteurs assez curieux. Bizarre, ouais. Très souvent à côté d'Ali Williams, qui a fait une moisson en touche absolument phénoménale. Et nous, on avait très peu de contest contre lui. Il a fait tous ses ballons en attaque. Alors qu'on avait effectivement des super sauteurs à l'époque. Bonner et Reinhard Doki étaient des super sauteurs.
Allez, on est à 24 minutes. Il y a Wayne Barnes. Il prend des décisions, il donne des pénalités, sauf Box X, il le rate. Donc, échange de coups de pied dans tous les sens. Pendant ce temps, Thierry Dusautoir, il fait beaucoup de plaquages, mais pénalité contre lui. À 30 minutes, Carter, il met un autre coup de pied. Donc, c'est 13-0. Ça commence à puer un petit peu quand même. Urgence pour la France. À 36 minutes, les Blacks commencent à faire des petits fautes méchants. Pénalité pour la France, raté encore, c'est pas leur jour. Des attaques prometteurs pour la France, sans succès. Mais petit rayon de soleil avant la mi-temps. Boxis qui trouve un pénalité, 3 points pour la France, 13 pour Nouvelle-Zélande à la mi-temps. Qu'est-ce que vous avez vu pendant ce premier mi-temps? Ça s'appelle la remontada. Qu'est-ce que ça fait, Olio? Non, on peut voir ça, il y a un premier, comme tu dis, un début d'éclaircie où on ouvre enfin le score après des pénalités ratées de Boxis et d'Elissalde. On sent que c'est un début quand même un peu brouillon, quoi. On n'arrive pas à trouver notre jeu. Il y a beaucoup de points qu'on laisse derrière, comme on dit. Mais voilà, on peut voir un début d'éclaircie, comme tu l'as dit, TK. Et puis, on va voir que sur la deuxième mi-temps, un petit peu de chance, on va dire, un vent de chance souffle de notre côté. Et qui va nous permettre d'effectuer effectivement une belle remontada. Moi, en relisant, je trouve a posteriori cette première mi-temps, ce qui est assez frappant, c'est quand même la performance défensive des Français, notamment au centre du terrain, avec Josion, Dusautoir, qui ont mis des bouchons mais énormes, et qui ont quand même un peu éteint les Blacks, même s'ils tournent à 13-3. C'est pas une domination invraisemblable, ils n'arrivent pas à dérouler leur jeu. Certes, ils ont mis un essai de pénalité, mais tu sens pas une classe d'écart, je trouve. Donc, tu peux toujours te dire, bon, allez, ils peuvent se reprendre. Il y a des matchs contre les Blacks où il y en a 30 à la mi-temps et où on sait que là, la messe, elle est dite. Oui, complètement. C'est-à-dire que on parlait des phases de conquête qui étaient défaillantes, mais c'est vrai que dans les chocs et dans les rucks et dans le travail de la défense qu'a fait la France, d'ailleurs, la pénalité ratée dont tu parlais de Boxis, c'est Dusautoir qui va la chercher en grattant un ballon dans la foulée d'un plaquage. Enfin, Dusautoir, c'est son match, quoi, clairement. Mais ouais, tu sentais que la France répondait et que les petites fulgurances que les All Blacks peuvent avoir normalement en faisant leur petit truc de magicien de 3/4 là, bah ça passait difficilement quand même. Ils avaient en face un beau mur et donc les petits flips des défaillances qu'on avait et tout étaient quand même rattrapés par cet engagement dont on avait parlé qui était annoncé dès le haka en fait, quoi, dès l'attitude des Français au haka. Étrangement, au niveau des statistiques, en fait, c'était plus ou moins égal par rapport à le temps de possession de balle et tout ça. Par contre, au niveau de plaquage, 19 pour la Nouvelle-Zélande contre 57 pour la France. Ouais, ça en dit long sur la possession de balle, hein, qui était au Black. Et autant de possession au Black tourné qu'à moins 10 à la mi-temps. C'était peut-être pas si mal, en fait. Ouais, bah ça en dit long. Enfin, ça illustre exactement ce que tu disais. Enfin, voilà, quoi, défense de ouf, ce qui les a un peu étouffés et que malgré les défaillances, il y avait un engagement déjà qui rattrapait bien. Allez, démarrage de deuxième mi-temps. On voit les deux équipes un peu plus mobiles, avec la France qui a deux super opportunités. Est-ce qu'ils vont réussir? Il y a des grosses poussées des avants, mais des fautes cyniques, comme il a dit Wayne Barnes. Cynical. 2 fautes contre les Nouveaux-Zélandais. Et franchement, je trouve que les arbitres anglais, ils ont un bon vocabulaire quand même. Et donc, oui, ça veut dire que la France marque 3 points, mais les Blacks, ils sont sur les 5 mètres des Français dans 1 minute plus tard. Ils sont là. Même à 14 contre 15, c'est les Blacks qui mettent la pression. Mais ouf, on avance par les Blacks, on respire, on est à 51 minutes. Les vieux valeureux, donc Ibanez et Pelouse, partent, remplacés par des plus jeunes et peut-être les deux mieux coiffés sur le terrain, par un jeune Swarinski et Chabal. Absolument. Ouais, il n'y avait pas de barbe à l'époque, on peut parler de coiffure, mais je voudrais revenir sur cette phase de jeu. Dans cette première phase de la deuxième mi-temps, il y a pour moi ce qui commence à être un petit tournant du match. C'est la sortie sur carton jaune de McAllister, même si elle ne sera pas sanctionnée par beaucoup de points. Mais je pense que le doute s'installe un petit peu dans la tête des Blacks. Ils prennent un maul magnifique, vraiment dans la gueule, sur 25 mètres des Français qui s'approchent très près de la ligne. Derrière, petit coup de pied et McAllister qui fait une faute grossière sur Josion, qui est franchement une faute de cadet. Enfin, c'est pas acceptable de faire des fautes comme ça, surtout que il est plutôt bien baqué derrière par des défenseurs qui étaient présents. Il sort, et là, ça se casse un peu, ils perdent quand même le contrôle, je trouve, à ce moment-là.
Alors, deux choses sur cette action, c'est vrai que c'était intéressant déjà avant mais ce qui m'avait choqué, moi, sur le maul, justement, des Français, c'est qu'avant, les All Blacks qui étaient bons en contre jusqu'à présent, ont choisi de pas défendre cette touche. Ils sautent pas, peut-être par peur du maul, je sais pas, mais en tout cas, ils l'ont pas anticipé parce que ça n'a rien changé. Ils l'ont quand même pris dans la gueule. Mais par contre, derrière, là où tu vois qu'ils ont c'est quand même une grande équipe, c'est que juste après avoir pris le carton, ils enchaînent une phase de 3-4 minutes. Enfin, j'ai compté 18 phases de jeu. Et en fait, les mecs campent et super intelligemment, ils attendent que leur carton rentre, quoi. Mais voilà, quoi. Tu vois que les mecs sont quand même dans le contrôle. Ça s'appelle le métier. C'est le métier. Tu vois que les All Blacks, ils sont pas complètement en dehors. Ils réfléchissent quand même. Et bon, peut-être 4 minutes, j'exagère, mais ils restent bien longtemps avec le ballon en attendant que leur carton jaune, que McAllister puisse re-rentrer. Voilà. Ouais. Allez, 2 minutes plus tard, on a du bonne nouvelle pour la France. Il y a joli percé de Marty. Quelques étapes plus tard, c'est Thierry Dusautoir qui marque un essai. Et en plus, il y a Boxis qui marque un coup de pied avec un poteau entrant. Et finalement, c'est la chance qui est avec nous, 13-13. Il y a Dan Carter et Keller qui sortent de la match. Donc, d'un coup, on dit, tiens, c'est un vrai match. On a toutes nos opportunités. Et effectivement, cette sortie de Dan Carter, elle est assez symbolique et significative, on va dire, pour nous dans la suite du match. Daniel Carter, qu'on voyait boiter depuis 10-15 minutes, qui était blessé déjà avant ce match. Et effectivement, on peut se poser la question sur est-ce qu'il n'aurait pas dû sortir bien plus tôt, voire ne pas jouer ce match, peut-être. Mais en tout cas, effectivement, il amène un vrai trou, un vrai manque à cette équipe néo-zélandaise qui était déjà un petit peu sur la redescente, on va dire, par rapport au début de match. Il n'était pas à 100%, c'est évident. C'est toujours les choix très difficiles des entraîneurs entre mettre un mec à 100%, qui va moins donner confiance à son équipe parce que c'est pas une star, ou mettre la star qui va donner un petit plus de confiance à ses copains, mais qui est un peu sur la béquille. Ouais, donc, qui en partant peut donner retirer cette confiance. Quoi. Parce que 70% de Dan Carter, ça vaut 100% d'un joueur moyen. C'est ça. Mais tu parlais du coaching, et justement, à propos du coaching français aussi, c'est un truc qui est très intéressant sur ce match, c'est que le coaching français a été très bon. Que c'est vraiment justement l'essai de Dusautoir correspond à peu de temps après la rentrée de Chabal et Zarzeski, où je pense que les tauliers avaient fait le boulot quand même avant, quoi, mais vraiment leur entrée apportait vraiment du dynamisme. Ils avaient les crocs, les mecs, et tout de suite ça a mis, je crois que Zarzeski était sur les premières actions justement pénétrantes un peu qui ont abouti à l'essai de Dusautoir, et on voit que c'était premier coaching gagnant. On verra plus tard qu'il y a eu d'autres coaching gagnants, mais en tout cas les remplaçants ont vraiment fait le boulot. Ils sont rentrés comme des morts de faim et ils ont fait exactement ce qu'on attend des remplaçants, quoi. Oui, donc là, on est à 60 minutes et quand même, c'est rugueux. Il y a pénalité contre pénalité, des jolis ballons prises, des jolis plaquages. C'est pas mal, mais une chose c'est sûre, c'est que les Blacks, ça reste les Blacks, toujours dangereux. Joli essai par le numéro 8, So Yalo. Ouais, c'est une séquence exceptionnelle qui part d'un ballon piqué par Ali Williams. Il remonte une grande partie du terrain avec plusieurs temps de jeu. L'essai est magnifique. C'est un essai à montrer dans les écoles. Mais à noter quand même que et ça comptera pour la suite du match, McAllister loupe la transformation de cet essai. Ouais, et effectivement, quand on sait le score à la fin, ça compte. On ne veut pas spoiler, mais... Allez, un sacré réponse par les Blacks quand même, qui maintenant ils mènent 18-13. Les Bleus sont sous pression. Evans de Nouvelle-Zélande fait un gros percé. Plaquage par Elisad au bout des doigts. Il est vraiment rattrapé par le string sur celui-là, c'est monstrueux. Donc on est à 67 minutes, c'est l'entrée de Michalak. Moi j'écoute la version en anglais, hein. Donc le gars il a dit Michalak, he can be an absolute wizard or he can make a horrible mistake. Et il a fait les deux. Cette phase de jeu-là, elle est super importante. Tu as effectivement le plaquage in extremis d'Elissalde, et 2 secondes après, tu as Zarzeski qui met un bouchon énorme à Djoro Kosoko. Et ces deux plaquages-là, je trouve qu'ils changent vraiment la physionomie du match parce qu'on est encore derrière. C'est complètement c'est le chaos. Tu as 2 boxeurs un peu dans les cordes et celui qui marque, il tue le match. Et là, s'il n'y avait pas eu ces 2 plaquages-là, derrière, c'était effectivement les Blacks s'envolaient. Mais j'ai pas les stats de Zarzeski aussi, parce qu'on parle beaucoup du nombre de plaquages de Dusautoir qui est monstrueux. Énorme. Mais Zarzeski aussi a fait. Je parlais de son entrée tout à l'heure, mais à partir du moment où il est rentré, tu le voyais partout, quoi. C'était incroyable. Donc oui, on était à 67 minutes, l'entrée de Michalak, et paf, prend ça. Traille, il passe les bras. Michalak, il continue, il court 40 mètres avec le ballon. Petit passe à Josian et essai pour la France. Elissalde fait son coup de pied, 20-18 pour la France. Peut-être un petit en avant quand même, mais c'est OK. Carter, il a fait la même chose, non? Moi, on peut dire ça. Non plus. C'est un en avant super polémique, on en parle encore. J'ai lu d'ailleurs en enseignant un peu pour ce truc que Graham Henry avait voulu
porter plainte, constituer un dossier, comme quoi On ce en match pense était en avant, truqué parce ouais. qu'il y a des pénalités qui ont été loupées ou tout ça et tout, ce qui est assez dingue. Enfin, je pensais pas ça des Néo-Zélandais. Ils étaient un peu vexés quand même. Ouais, ils étaient très vexés, ouais, mais je leur imaginais un peu L'honneur. plus de flegme. Mais ouais, ça a fait polémique. Après, évidemment, ça fait partie de... On peut pas le nier, c'est en avant. Mais dans l'action de jeu, tu vois, c'est une passe main-main, c'est un en avant... Enfin, bien Avec essayé, la règle Charlie. d'aujourd'hui, il passerait pas. Avec Oui, la règle, oui, non, non, mais mais pas c'est-à-dire, essai. il aurait été sifflé, Voilà. il y aurait jamais eu Ils ont vu les choses. scandale, Ouais. mais en soi, tu peux pas reparler sans arrêt. Bon, nous, on parle encore de 2011. Quoi qu'il en soit, cette action-là, la mêlée est superbement tournée. Traille qui arrive dans l'intervalle, qui joue dans l'intervalle, qui fait jouer derrière. Bon, c'est aussi un cas d'école. Ouais. Donc, malgré tout, c'est très beau. Oui, c'est beau. C'est ça. Alors, je voulais d'abord parler de la polémique de l'en avant, mais c'est vrai qu'on parle de l'essai, tout ça, on montre le ralenti de Michalak qui se retourne et qui fait sa petite passe, c'est formidable. Mais comme tu dis si bien, Théo, notre mêlée n'était pas à l'aise depuis le début de ce match. Et elle la tourne parfaitement bien au bon moment. Et ça aussi, c'est une preuve de contrôle du match, en tout cas, qui est formidable. Ouais. Et donc, et voilà quoi. Il n'y en a pas que pour les trois quarts. Merde. Oui, c'est ça. C'est ce que j'entends, en Mais- fait. Ce que j'entends, entendu c'est cette les rage avants, contenue c'est les depuis- avants Mais qui a Il gagné. y a des bonnes statistiques, il me semble, en mêlée, parce que je crois qu'ils perdent qu'une seule introduction. Alors, sur les sur- introductions perdues ou pas, peut-être, mais en tout cas, du souvenir que j'ai du match, ils étaient vraiment bousculés. En mêlée C'est-à-dire, aussi, les ballons ils étaient ont peut-être pas- conservés, mais c'est c'était surtout pas... en touche qu'ils ont perdu les Oui. ballons. Parce Oui. qu'effectivement, Mêlée, ils avaient à peu près leur ballon quand même. Il y avait Mais les ballons, ils mais étaient- tu ils sens, étaient enfin, dominés. c'était pas, ça reculait un peu, quoi, ballon dans les pieds. Allez, il nous reste 10 minutes. Oui, il y a des grands coups de canon de Vincent Clerc. Il y a des plaquages méchants sur nos petits Domenici. D'où ce soir, il renverse Richie Makar. 5 minutes qui nous restent. Les Blacks qui avancent mètre par mètre. Et même si je sais que la France il va gagner ce match, je suis stressé comme un fou. C'est vrai, ouais. Les deux équipes se donnent au maximum. Il y a un drop de 50 mètres, c'est raté. Le ballon échappe. Elissa le chope, un coup de pied. Le match est fini. La France a gagné 20-18. Un autre match mythique. Légendaire. Et on a quand même tremblé jusqu'à la fin. Il y a eu un coup de pied assez catastrophique là, de Michalak, avec une relance quasiment plein champ à la 76e. Et tu as Chris Jack, le deuxième ligne, qui vraiment fait n'importe quoi avec la balle. Et honnêtement, s'ils avaient bien joué le coup, ils auraient très bien pu marquer à 3 minutes de la fin, et ça aurait été quand même assez terrible. Et puis, ils n'ont pas eu de bol non plus, parce que Evans, qui avait remplacé Carter blessé, se blesse à son tour. Peut-être à la 75e ou un truc comme ça. Donc quand tu as tes 2 10 qui sortent sur blessure d'affilée, c'est aussi que c'est pas ton jour. Fracture mentale, Fracture du mental. comme on dit. Juste moi, tu disais, donc il y a eu l'entrée de Domenici, en effet, qui était notable. Mais à partir de ce moment-là, donc peu de temps après, il est rentré juste après l'essai, je crois, dans la foulée. Et juste après, tu as eu une phase quand même où les All Blacks, c'était suffocant. Ils étaient dans nos 20 mètres. Ils étaient, ouais, je veux dire C'est les le 20 mot. mètres, allez, pour la légende. Mais il y a une phase de 25 temps de jeu. Et je n'exagère pas, pour le coup, je l'ai vérifié parce que ça me paraissait, mais de bien 5 minutes où il bourrine, et on a une défense qui avait été entreaperçue en fin de première mi-temps, mais qui est mais de mammouth. Enfin, c'est vraiment, c'est suffocant. C'est suffocant. C'est un truc, ça passe pas. Et même si c'est un peu sale, c'est du très beau rugby parce que tu vois que les Français ont bien compris que leur salut était pas dans le fait de retourner à Dame où ils ont eu du mal à aller, mais de défendre comme des porcasses. Et franchement, ils l'ont fait superbement, quoi. Porcasse, nouveau mot également pour Ouais, le porcasse, dictionnaire. ouais. C'est comme un porc, mais sale, tu vois, c'est un porc. C'est comme un porc, dirty pig, really? C'est ça. Allez, franchement, si on pense à nos souvenirs de ce match, quelle est le seule chose qui sort de tête quand on pense à ce match? Alban, tu penses à quoi? Je pense que c'est vraiment le combat collectif. Hein. Franchement, je pense que c'est ce qui nous a sauvés en première mi-temps. C'est ce qui nous sauve aussi, je pense, sur les 10 dernières minutes. Donc c'est vraiment la force de caractère. On le sent dès le premier. C'est le genre de match où tu te dis qu'il va se passer quelque chose. Tu le sens dès le haka, tu le sens dès les échanges de maillots, tu le sens. Voilà, il y a quelque chose. Il y a du caractère dans l'équipe, il y a du caractère dans le match, dans la physionomie du match. Et c'est vrai qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Généralement, ça peut tomber pour ou contre la France. Là, honnêtement, on était dans un bon jour. Donc vraiment, je trouve que c'est le fait de rien lâcher. Vous avez décrit tous les plaquages, le fait que chaque individu n'a absolument rien lâché et en remettait une couche à chaque fois. Écoute, l'impression de ce match, ce qui est resté, c'est déjà
C'est con, mais moi, c'est les premiers souvenirs vraiment marquants parce que j'étais adulte et parce que je me souviens de ce que je faisais, tu vois, au moment de ce match. Et je me souviens de l'émotion ressentie. Vraiment, tu disais que même quand on connaît le résultat et quand on le revoit, Allongez-vous, monsieur Beyer. Ouais, c'est ça. Respirez. Parlez-moi de vos émotions. Combien j'ai de doigts? Non, mais c'est ça, c'est que tu dis que même en connaissant l'issue du match, t'as une émotion. Tu sens un peu ce truc haletant, ce côté suffocant. Je l'ai dit 7 fois à peu près ce mot. Mais moi, c'est ce qui reste en fait, c'est que du début à la fin, ça a été un match tenu par l'envie, franchement, c'est un scénario de film, quoi. Parce que les matchs tendus, un peu comme ça, un peu sales, un peu très âpres, d'ailleurs, on voit plus rarement des essais. Enfin, on a vu des matchs comme ça super tendus où tu as qu'un essai dans le match finalement et c'est un truc un peu exceptionnel et ça se joue qu'aux pénalités. Là, il y avait beaucoup d'allers-retours, il y a eu beaucoup de scénarios dans ce match. Et à commencer par une super belle intro. Voilà. Oui, c'est sûr. Théo? Moi, j'étais marqué, je m'en souviens bien, vraiment par les 2 essais français, celui de Thierry Dussautoir qui arrive après une belle phase où ça balaye le terrain à droite, à gauche, et puis finit par passer, et c'est vraiment une explosion de joie. Et puis l'essai de Josion avec cette petite pirouette de Michalak qui venait de rentrer, c'est quasiment son premier ballon. Et c'est vrai que c'est des sautes émotionnelles qui sont ancrées dans ma mémoire. Plus que le reste, revoir le match, ça m'a rappelé combien ça avait été un match vraiment de guerriers, parce qu'ils se sont marchés dessus un paquet de fois, et il y a eu beaucoup de pick and go également, enfin un peu toutes les phases de jeu. Mais c'est les 2 essais français qui m'ont le plus marqué et qui restent des belles images. Pour moi, c'était surtout ce côté défense, mais aussi qu'il y avait énormément de coups de pied. Et j'avais l'impression que en fait, les Français, ils n'avaient pas le droit de vraiment faire le French flair, en fait, qui jouaient un autre jeu qui n'était pas forcément les leurs. Mais dès que c'est l'entrée de Michalak, ils ont libéré quelque chose, et dès que ça a libéré, paf, on a gagné. Mais c'est vraiment que c'était coup de pied, coup de pied, coup de pied, et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils courent pas avec le ballon, mais en fait, ils jouaient un jeu mental, et ils ont gagné ce jeu mental. Ouais. Il y a beaucoup de maîtrise au final voilà, dans ce match. C'est un bras de fer ce match. D'ailleurs, il finit à 20-18, c'est-à-dire dans un mouchoir de poche. Et tu sens pendant tout le match que ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça qui fait les matchs. Et tu sens que comme tout se joue à rien, je voulais en parler un peu tout à l'heure quand on parlait de ça de jeu, mais quand tout se joue à rien, c'est que c'est la dernière touche, la 79e, ils prennent 3 minutes, je pense, avant d'aller la jouer. Ils se réunissent, tu sais que c'est un truc, tu as tout le stade qui est en feu et tout. Il y a un truc genre tout se joue sur cette touche, quoi. Et les Français la foire, c'est comme il y a un climax dessus, genre attends, c'est là, c'est le truc. Bonner, il a dû dire les gars, putain, on joue notre vie sur cette touche et tout. Mais bon, en tout cas, tu vois que jusqu'au bout, même sur cette dernière action, il y a une histoire dedans. Ce que je dis, c'est un scénario, ce truc, quoi. Même à la fin, tu as encore un dernier petit climax pour nous faire frémir une dernière fois. Et quand Elisel dit botte ce ballon, c'est génial, c'est un gamin, quoi. Il fait une petite course un peu provocatrice, il court avec, il laisse en tête, le mec. Et quand il tape dedans, c'est une libération, tu vois que ouais, non, c'est un super souvenir ce match. Allez, si on parlait un peu des joueurs en particulier, qui était l'homme de match pour vous? Pour moi, c'est Thierry Dussautoir. Il faut se rappeler qu'avant ce match-là, il n'était pas dans le groupe. Avant le début de la Coupe du Monde, il y avait Elvis Vermeulen qui était dans le groupe. Thierry Dussautoir n'y était pas. Arriver à être titulaire en quart de finale et faire ce match-là, marquer l'essai qui débloque la situation. Et je sais pas les stats, je les ai pas sous les yeux, mais 37, je sais pas combien de 37, 38, ouais, c'est le record. De plaquage, les mecs d'en face. Sur 197 de l'équipe, je crois. Quasiment 200, quoi. C'est absolument phénoménal. C'est absolument phénoménal. Après, j'ai beaucoup aimé effectivement le coaching. Alors Bernard Laporte à l'époque était aux manettes et je trouve qu'il a fait un coaching remarquablement intelligent parce que les 3 entrées clés, Zarzeski qui a fait beaucoup de plaquages, qui a été très sollicité ballon en main, etc. Chabal qui arrache un ballon déterminant à la 60e. Ouais, contre 3 mecs déterminant, en face, mais au moment où on est au plus dur du mano à mano. Et puis le petit coup de génie de Michalak quand il rentre. Voilà, ça c'est génial. Côté Black, je trouve qu'Ali Williams avait fait un match de rêve pour un deuxième ligne. Donc ça me fait mal pour lui qu'il ait perdu celui-là. On parle de deuxième ligne encore. C'est bizarre. On revient toujours au même sujet. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Meilleure coupe de cheveux? Jerry Collins quand même pour. C'est vrai, la couleur. Ouais, c'est bien. J'aurais pensé Swarzynski. J'ai noté quand même. Il y a rien à dire. Attends, mais c'est tout beau avec les cheveux. A toujours été parfait, quoi. Attends, le prince charmant de. Vous voulez connaître la définition de la perfection. Non, mais capillairement parlant, j'entends. Tu vois. Je pense que la bonne nouvelle capillaire, c'est quand même, il y avait plus de mulet en fait à ce moment-là. C'était après le mulet des années 80. C'était avant le mulet qui existe maintenant. Les All Blacks, il n'y avait pas de mulet. C'était super.
alors le mulet n'était plus cool, mais il n'était pas encore recool. Voilà, exact. Absolument. C'est vraiment une belle époque. Est-ce qu'il y avait eu un joueur en particulier, bien sûr Thierry Dustatoir qui a travaillé longtemps, mais est-ce qu'il y avait, pour moi par exemple, j'ai trouvé que Bonner, c'est que du bonheur en fait, ce gars-là, il était partout. Tu l'as fait pour le jeu de mots. Ouais, tu l'as fait pour la blague. Je travaille. Et Harry Nordoki, c'était pour le... Ah non, marche pas. Ça marche que pour Bonner. Non, C'est plus difficile. Mais est-ce que vous avez noté un autre joueur que vous avez envie de mentionner? Moi, je trouve que Damien Traille n'a vraiment pas trahi l'équipe. Nice. Et là, c'est notre deuxième Retro Rugby Classics. Ok, c'était quoi la différence entre ces deux matchs, en fait, entre 99 et 2007? Vas-y, Charlie. Alors moi, j'avais dit un petit truc qui avait un peu vexé Théo, mais qui est vrai, c'est qu'on sent, et je dis pas que c'était facile en 99, mais c'est quand tu regardes les matchs d'aujourd'hui, même en top 14, ça va très très vite, ça va très très fort. Et en 99, on sentait un autre jeu. Le rugby était professionnel depuis 4 ans, c'était pas encore le même. Et là, j'ai encore senti une autre strate, mais plus dans la violence, en fait, dans la légifération de la violence. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des physiques assez... législation de la violence, merci beaucoup, Navra. Mais c'est-à-dire qu'il y a des physiques assez bâties déjà, il y a de la vitesse, au niveau de l'athlétisation, c'est déjà impressionnant. Mais au niveau des règles, franchement, les rucks, moi, ils m'ont fait mal, quoi. Je vais les mecs, tu te prends un pion qui devait faire 120 plombes à l'époque, qui saute et que ça choque personne, c'est incroyable. C'est comme quand en 99... Fallait pas être hors jeu, c'est tout. Fallait pas être là. Ouais. Faut respecter les règles. Et toi, Théo? Alors moi, je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus un mano à mano, ce match-là. Alors qu'en 99, il y avait un vent de folie qui avait soufflé sur le match. Ce match était perdu, il y avait quasiment 20 points d'avance pour les Blacks, et d'un seul coup, on leur avait foutu 30-0. C'était impossible, c'était improbable. Et ça, je pense qu'on ne peut pas détrôner ce match-là de 99, tellement c'était fou. Là, c'est une victoire, une magnifique victoire, avec un très beau scénario. On l'a dit, ça se bagarre, hop, ça tombe du bon côté. Mais en 99, tu joues le match 100 fois, ça peut plus arriver. Oui, c'est-à-dire que là, c'est le suspense qui était beau. En 99, c'était renversant. C'est plus lyrique. C'était lyrique, c'était renversant. C'était plus une affaire de 3 quarts en 99, et là, c'était quand même une affaire des avant. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, Théo, je trouve, c'est parce qu'en fait, ils ont déjà fait, donc ils ont pu croire. Et en fait, ça se voyait tout de suite au début. Comme nous, on est là pour gagner. Et je pense que ça jouait énormément. Et tout au long, on sentait que c'était possible. Nous, on disait, il faut 99. Il marquait des essais. Oh my God, je viens de marquer un essai, c'est fou. Et là, il marquait un essai. Il disait, oh bien, voilà, on va le refaire. Job done, quoi. Mais et puis, en tout cas, je pense que même si nous, Français, on est particulièrement touchés par ce match, je pense que vraiment, c'est un truc ça fait vraiment partie de la légende de la Coupe du Monde, quoi, ce truc. Enfin, de la Coupe du Monde, toute nation confondue. Enfin, vraiment, dans l'histoire du rugby international, et je dis pas ça par patriotisme, hein. Je pense que c'est vraiment marquant. C'était un truc, tout le monde se souvient la Chabal-Mania, c'était pas que en France, le monde entier qui fait Chabal, tu vois. C'était parce que le mec jouait en Angleterre en plus, donc t'avais un truc un peu international. C'est le seul mec qui était craint physiquement par les All Blacks, je pense. Michel Akousi était connu depuis 2003, avait un peu éclaté aux yeux du monde. C'est un match, c'est vraiment un match marquant pour l'histoire du rugby, je pense. Oui, si on parlait d'après, en fait, après ce match-là, en fait, ils ont allé faire la fête, mais comme ils ont dit, mais pas comme en 99 quand même. Donc, ils ont fait un tout petit fête, pas beaucoup, parce qu'ils voulaient se préparer pour le match qui suivait. Donc, un grand match contre l'Angleterre. C'était un sacré match qui était malheureusement perdu, n'est-ce pas, Théo? Ouais, c'est toujours triste parce que les Anglais qui étaient tenants du titre avaient effectivement envie de conserver leur titre sur le sol européen. Ils avaient perdu 14-9, si ma mémoire est bonne, mais bon, on est passé à côté. Encore une fois, les Français, quand ils battent les Blacks sur des moments incroyables, ils ont du mal à se ressaisir derrière. Mais il n'y a même pas que les Français. Regarde la Coupe du Monde 2019, les Anglais ont battu les Blacks en demi-finale dans un match qui pour moi était la finale avant l'heure, je l'ai déjà dit 36 fois. Ouais. Qui est un match unique, il faut le regarder tellement c'était beau 10 fois, et je trouve que derrière être champion du monde, mettre le titre de champion du monde devait être celui qui bat les All Blacks. Non, mais c'est presque un peu ça. C'est presque ça, mais ouais. C'est terrible en plus, c'est terrible pour le scénario de 2007 parce que au final, c'est presque déceptif parce que ce match, je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui s'en souviennent comme étant un match incroyable. Les core fans comme nous, oui, mais quelqu'un du grand public, t'as une Coupe du Monde qui est accueillie en France. Et t'as la France qui perd ses 2 derniers matchs, qui finit 4e de la compétition. C'est toujours quelque chose. Mais je me demande...
Mais il reste marquant, mais je me dis, c'est quand même dommage, tu vois, de perdre l'Angleterre, machin, reperdre contre l'Argentine. Je pense que derrière, c'est. Voilà, mais c'est, comme on dit, c'est ce qu'on aime aussi dans l'équipe de France, c'est la capacité à sortir le meilleur comme le pire. Et voilà, C'est vrai, j'avais regardé ce match contre l'Angleterre et en fait, il y avait des gestes. Donc, quand on revoit ce match, c'est dingue parce qu'il y avait le malheureux essai contre Traille qui tombe un peu. Il y a un mec qui tombe sur lui dans le but. Il y avait un Shistara, mais en fait, c'était à cette époque-là, je ne savais pas ce que c'était un Shistara. Et Elisal qui fait un Shistara, un truc d'un fou, qui fait genre 40 mètres derrière le dos, c'était magnifique. Et il y a vraiment, c'était un sacré match, celle-là. Bon, ce qui nous a consolé, c'est que les Anglais se sont quand même fait taper en finale. Donc, surtout, moi, ce qui m'avait agacé, je me souviens, c'était les Anglais, ils avaient ce truc de tu sais, les fameux malls avec plusieurs joueurs alignés, là, où c'était pas encore légiféré, c'est-à-dire ils se mettaient à 3-4, t'avais l'impression d'avoir j'exagère, mais si vous regardez le match, c'est une espèce de file indienne, là, où ils mettaient le ballon au bout, ils avançaient comme des cons, c'est pas beau à voir, c'est pas intéressant à voir jouer, c'est les Anglais. Et, non, c'était un peu agaçant, quoi. Et après, il y a quand même le début dans la suite d'une autre légende, c'est l'animosité latine France-Argentine qui vient de là, qui vient aussi du match d'ouverture où les mecs te parlent, te racontent sans arrêt que ça charriait et tout, que même après avoir gagné, ils allaient voir les Français qui étaient chez eux, qui avaient la honte et qui leur disaient alors, enfin tu vois, qui continuaient à appuyer dessus, et ça a été le début depuis les France-Argentine sont toujours un peu le dernier en 2019 aussi avait été. Ça date clairement de là. C'est clair, bien sûr. J'arrivais pas à regarder ce match parce que tellement j'ai détesté ce match la première fois que j'ai vu, je pouvais pas même regarder les best-of. Allez, on va boucler. Franchement, je trouve que ce moment-là, mais aussi il y a l'Argentine qui est déjà pris au sérieux, mais déjà nous, la France, on a battu 2 fois la Nouvelle-Zélande et peut-être nous aussi, on a monté un peu en grade. Oui. Alors. Pour le coup, c'est vrai que le fait que tu rappelles, c'était le début de la prise au sérieux de l'Argentine. Il y avait de plus en plus de joueurs argentins qui venaient jouer en France aussi dans le professionnalisme, parce que l'Argentine a eu beaucoup de mal à prendre le pas du professionnalisme. Pour eux, le rugby, c'est amateur et ça doit le rester, et point barre. Donc, c'est vrai que c'était la Coupe du Monde où on a commencé à prendre vraiment au sérieux cette équipe d'Argentine. Bon, maintenant, elle est ce qu'elle est. Je pense qu'elle elle fait flipper un peu elle fait un peu plus peur à tout le monde qu'elle ne faisait peur à l'époque. Mais ouais, c'est le moment où vraiment elle s'est affirmée, quoi. Bon, pour finir, personnellement, j'ai trouvé que en fait, c'est une équipe que j'aimais beaucoup. Il y avait un old school, des vétérans qui étaient là, qui étaient sérieux. Il y avait un new school, des jeunes qui brillaient. Et franchement, c'est une équipe que j'adorais. Et donc, ça m'a vraiment fait plaisir de re-regarder ce match. Donc, je vous invite, nos chers auditeurs et écouteurs, de re-regarder ce match. Franchement, ça vaut la peine. Oui, absolument. Et par rapport aux joueurs que tu citais et tout, moi, il y avait aussi, c'était le baroud d'honneur de Miloud, que je voulais juste dire un petit mot, parce que c'était un mec qui a fait partie de la dernière génération de Bourgoin-Jallieu en professionnel, et c'était vraiment des années où c'était des mecs qui luttaient pour le maintien. Enfin, c'était une belle histoire, je trouve, la fin de Bourgoin-Jallieu en top 14. Et il a fait partie de cette, pour moi, cette race de piliers un peu terroir, un peu. Je crois qu'il venait aussi il vient du même club originel que Papé et Marconnet. Givors, voilà. Donc c'est un peu, c'est cette race de mecs, et c'était son dernier match en bleu. Et voilà, c'était juste, je me souvenais pas, tu vois, qu'il avait fait ce match, parce que peut-être il l'a pas beaucoup marqué, je dois avouer, mais j'étais ravi de le voir. Ouais, c'est vrai. Olivier Miloud, c'est Pierre Rajon. Ils ont lutté à la fin, mais quelques années avant, ils luttaient dans les hauteurs du classement. Ils ont fait une finale de championnat de France, et Bourgoin était un très haut lieu du rugby français. Pour faire un petit clin d'œil à un pilier aussi, cette Coupe du Monde-là, elle se termine sur la victoire de l'Afrique du Sud, qui finit la compétition invaincue. Et Os Durant, qui était un pilier de 140 plombes absolument énorme, avait du coup gagné 2 Coupes du Monde à 12 ans d'écart, puisqu'il avait gagné celle de 95 et celle-là. C'est une belle manière de finir sa carrière aussi. Moi, je me demande si cette équipe ne nous fait pas une petite ouverture sur le futur, c'est-à-dire qu'à mon avis, en 2023, prochaine Coupe du Monde qui sera accueillie en France, on aura une physionomie d'équipe de France un petit peu similaire, des tauliers et puis de la jeunesse qui vient apporter sa fraîcheur. Et avec les jeunes qu'on a aujourd'hui en équipe de France, ou qu'on voit éclore au niveau du top 14, je pense que cette fraîcheur va
Enfin, cette association de tauliers et de fraîcheur on va la retrouver en 2023 en France et on espère avec un scénario aussi bon, mais un petit peu meilleur sur la fin quand même. 2023, je vous rappelle, où on sera le premier podcast rugby français. Podcast officiel de la Coupe du Monde 2023. Ouais, voilà. Eh bien, et pour faire cela, il faut nous aider, nous chers auditeurs. Ça veut dire liker, partager, et en fait, partager avec nous ce que vous souhaitez entendre pour le prochain Rugby Retro Classics. Parce que moi, franchement, moi j'ai envie de refaire ça. Et vous avez envie? Évidemment, mais bon, des victoires contre les Blacks en match officiel, on n'en a pas 50 000 non plus. Donc il faut commencer à chercher un peu. Ouais, donc voilà, on compte vraiment sur vous, nos chers auditeurs, de nous dire quels sont les matchs que vous souhaitez revivre. Allez, c'était vraiment un très très grand plaisir de faire ça avec vous. Au revoir et merci les gars. Ciao, ravi de vous avoir vu. Ciao les auditeurs, ciao les copains. À très vite. Salut à tous et rendez-vous en 2023. Merci les amis, rendez-vous un peu avant. Allez, on va boire une bière. Yes. Allez. Allez.